Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver dans votre émission Ma famille, ma vie. Dans un monde où nous sommes connectés en permanence, il est très difficile donc de passer à côté ou de poser un petit peu nos téléphones, nos tablettes et nos ordinateurs. Ce matin, nous allons voir ensemble comment essayer de mieux gérer notre temps, comment trouver ce bien-être numérique, que ce soit pour les adultes ou pour les grands. Et pour en parler, donc ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Ahmed Benbaziz. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes microbiologiste et vous êtes aussi créateur de contenu. Exactement. Voilà, donc on reviendra avec vous donc sur tout ce côté addictif qu'ont les écrans et tout ce qui est multimédia aussi. Voilà. Et j'ai le plaisir aussi de recevoir Latifa Bouzibit. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Avec plaisir. Donc, vous êtes coach de vie et en même temps aussi créatrice de contenu. Oui. Donc, c'est qu'on le veuille ou non, on ne peut plus y échapper. Exactement. D'une manière ou d'une autre. Tout à fait. Et nous aurons aussi, donc, par téléphone, nous aurons alors Derjan Fouzia, elle est psychologue, et nous aurons aussi El Johar Tazrout, elle est orthophoniste. Nous verrons avec eux, donc avec ces deux spécialistes, certains points, comment ne pas tomber dans l'addiction et surtout sur le développement, que ce soit pour les enfants pour les adultes, les problèmes que ça peut causer. Donc, je vais commencer avec vous, Ahmed Benbaziz. Alors, des systèmes, le mécanisme d'addiction, on va dire que les addictions sont nombreuses. Hein, depuis toujours, il y a eu d'abord le tabac, l'alcool, toutes sortes d'addictions. Donc, on va dire qui guettent l'être humain. Mais en fait, nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est le côté en biologique. Donc, comment comment se crée cette addiction? D'accord, je vais essayer de simplifier le maximum. Voilà, justement, voilà, pour nos téléspectateurs, que tout le monde puisse comprendre. Alors, déjà, je vous remercie pour l'invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous. Maintenant, si on passe au niveau technique, on va dire, en globalité, dans le cerveau, il y a 4 systèmes qui travaillent en collaboration. Le premier, c'est le mécanisme de libération. Il y a un mécanisme qu'on appelle le mécanisme de... pardonnez-moi, j'ai perdu le mot. Le mécanisme de récompense, voilà. Je voulais parler de la dopamine. Le mécanisme de récompense, ça veut dire quand vous faites quelque chose, automatiquement il y a une libération de dopamine, c'est un neurotransmetteur qui va nous donner une sensation de plaisir et de bien-être. Ça c'est le premier. Le deuxième, c'est le mécanisme de mémoire et apprentissage. Ça veut dire si je fais par exemple du sport, j'ai de la dopamine en retour, je sens du plaisir, mais une autre fois, mon cerveau va se souvenir que quand j'ai fait du sport, j'ai eu ma récompense. Donc c'est le deuxième qui rentre en compte. Le troisième, c'est le mécanisme de motivation. La même chose, le même exemple, si je fais du sport et je me souviens, la troisième fois, je vais me motiver pour aller faire du sport, pour ressentir la récompense. Et le quatrième, c'est le mécanisme contrôle-inhibition. Ça veut dire, si je fais du sport, par exemple, pour la 4e fois et j'ai une entorse, automatiquement, mon cerveau va me dire d'arrêter parce qu'il y a un problème dans le mécanisme général, on va dire. Ça, c'est pour une personne qui est normalement constituée. Maintenant, une personne qui est addicte, les 2 derniers mécanismes vont diminuer petit à petit jusqu'à s'anéantir. Automatiquement, ils vont automatiquement disparaître. Donc, il y aura que le mécanisme. Comme des petits voyants qu'on a qui vont carrément s'éteindre. Exactement. Il va rester les 2 premiers mécanismes. Le mécanisme de récompense, donc libération de dopamine, etc. Et l'apprentissage mémoire. Donc, si je prends par exemple n'importe quelle drogue de substance ou même les jeux de hasard, les jeux vidéo, les écrans, etc. Donc on parle donc ils rentrent dans le même mécanisme. Exactement, c'est le même mécanisme. Parce que quand on pense à addiction, on pense toujours à substance ou un objet précis ou quelque chose qu'on va dire qu'on comprend. Donc c'est absolument pas ça. C'est ça la subtilité, c'est que tout passe par les mêmes mécanismes. Donc une personne qui est addicte, il y a le système de récompense qui va s'activer et deuxièmement le mécanisme d'apprentissage mémoire. C'est tout. Je me souviens que ça me procure du plaisir, je refais l'action. Je me souviens, je refais l'action, etc. Alors, pour simplifier la chose, c'est comme si dans un cerveau qui est normalement constitué, on a les feux tricolores, le rouge, l'orange et le vert. Voilà. Je fais du sport, je joue à un jeu de hasard, je prends de la drogue ou n'importe quelque chose. Je scrolle sur mon téléphone. Exactement. Voilà. C'est le but aujourd'hui. Voilà. Alors, mon cerveau va me donner le feu vert.
je le fais tranquille, j'ai ma récompense, etc. En sachant très bien que le cerveau, en réalité, est feignant. On a toujours tendance à aller vers la solution de facilité. Exactement, c'est toujours comme ça. C'est pas que dans le cerveau, c'est un truc universel. En biologie, je suis microbiologiste, je vais faire le parallèle. N'importe quelle bactérie, elle va choisir le chemin le moins coûteux en énergie pour faire sa fonction. Donc, c'est tout à fait normal dans le monde entier. Pas que dans le cerveau seulement. Jusqu'aux plus petites... Exactement, exactement. Et bien sûr, si je fais quelque chose comme le sport et j'ai une entorse, mon cerveau va me donner le feu rouge, n'y va pas, repose-toi, etc. etc. Alors que dans un cerveau qui est addict, il n'y a que le feu vert qui travaille. Je veux de la dopamine, je fais ça. Je veux de la dopamine, je scrolle. Je veux de la dopamine, je prends des substances. Je veux de la dopamine, je joue aux jeux de hasard comme poker, etc. etc. Donc, il n'y a que ça. Ça, c'est un premier volet. Et le deuxième volet, dans le cerveau, il est constitué de cellules nerveuses qu'on appelle neurones. Le neurone, c'est une cellule qui est tout en longueur. Elle est divisée en 3 parties. C'est juste pour simplifier. Le corps neuronal, le corps cellulaire, c'est un gros globule avec des ramifications. Après, vous avez l'axone et après, les terminaisons axonales. Les terminaisons axonales et le corps cellulaire, il y a des ramifications. Toute ramification va se lier à des ramifications d'autres neurones. Donc, c'est un système de racines, comme un arbre. Et quand il y a une information dans le cerveau, elle va transiter avec un signal électrique. Entre la ramification, par exemple, du neurone 1 et neurone 2, il y a un vide. Et le vide, ça ne va pas traverser en forme électrique. Ça va être chimique. D'accord. Voilà. Et c'est ça où il y a la libération de dopamine, etc. Je vous donne un exemple pour ne pas s'éterniser ici, comme ça tout le monde peut comprendre. Si je prends une banane par exemple ou un fruit, ça me procure du plaisir. Oui. D'accord. Il y a une libération de dopamine. Voilà. La dopamine, elle est régulée, elle est automatiquement, on va dire, libérée d'une manière normale et pas excessive. Quand on prend des substances, par exemple, qui peuvent provoquer de l'addiction, non seulement la charge de neurotransmetteurs, elle sera, on va dire, pour ne pas dire n'importe quoi, elle va être en surabondance. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de molécules de dopamine qui va être libérée. Et quand on fait ça successivement, le chemin neuronal, ça veut dire l'action qui transite, ou l'information qui transite par un chemin neuronal, ou un sentier neuronal, elle va s'accentuer et elle va s'éterniser. C'est pour ça qu'on devient addict, et même quand on arrête, c'est très difficile ça veut dire, le chemin neuronal va tellement s'accentuer qu'il va être présent dans le temps. Même si on arrête, ça va faire l'effet, c'est pour ça que c'est l'effet du manque, on va dire. Ouais, c'est l'effet du manque. Ça va donner beaucoup de temps pour que ce chemin neuronal va rétrécir. Voilà. Très bien. Donc on reviendra un petit peu avec vous, comment faire marche arrière et comment tout rectifier un petit peu ce chemin. Madame Bouzbi, donc pendant l'été, ça a été un petit peu, on va dire, on s'est lâché, que ce soit grand et petit, on s'est laissé sur nos téléphones, sur nos tablettes, sur les écrans en général. Et là, est-ce qu'on a besoin d'aide pour pouvoir un petit peu, on va dire, mettre la pédale douce, ralentir et un petit peu remettre, on va dire, le temps d'écran à un temps raisonnable? D'accord. Il faut savoir que les écrans sont neutres de toutes les façons. Okay, que ce soit le PC, que ce soit le téléphone, que ce soit, il est neutre. Après, ce qui va dépendre, c'est de notre usage. C'est comment on va utiliser ces portables, ces PC ou n'importe quelle substance, même le sucre. On peut être addict au sucre. Effectivement. Mais après, c'est l'excès du sucre ou l'excès de la substance qui va se retourner en effet négatif et délétère. C'est vrai qu'on est en vacances, on se lâche et ce qu'il y a sur les téléphones, ce sont surtout ces réseaux récréatifs, ces réseaux de loisirs. Et au début, on trouve ça, oui, amusant, pourquoi pas, je vais prendre du temps, 10-15 minutes. Un petit peu pour se distraire. Pour se distraire, voilà. C'est vraiment pour trouver un moment de plaisir, étant donné que je suis en vacances, alors autant en profiter. Mais c'est, comme expliquait monsieur, c'est
avec l'habitude, quand on s'habitue, on est à 10 minutes, après le temps passe, on est à 15, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et le temps passe vite. Et le temps passe très vite. Absolument très vite. Pourquoi? Parce que comme vous expliquiez, le cerveau adore, est attiré par le plaisir et par les choses faciles. Mais il n'aime pas tout ce qui est effort, il n'aime pas tout ce qui est concentration. Là, il n'aime pas. Et donc cette facilité-là, et sachez que tous les constructeurs de téléphones, les constructeurs des réseaux sociaux ont bien étudié le cerveau humain et ils savent très bien comment le rendre addict et ils ont réussi de toutes les façons. Même si vous êtes à la limite averti, vous pouvez vous oublier. Ok. Maintenant, effectivement, ça arrive, on va dire que, on peut le dire, hein, ça arrive au plus malin. On se dit, oh, je vais 5 minutes, en fait, je vais prendre 5 minutes, je vais me mettre sur mon téléphone, je vais regarder 2 petites vidéos. Mais voilà, donc de 10 minutes, on se retrouve à 1 heure facilement. Tout à fait, tout à fait. C'est très rapide. C'est très rapide. On a l'impression que le cerveau est endormi pendant ce temps-là. Il est anesthésié. Vous pouvez dire que le cerveau est anesthésié à ce moment-là. Pourquoi? Parce que vous avez ces reels, donc ces vidéos très très rapides qui donnent des shots de dopamine à chaque fois. Et ça passe, et ça passe, et ça passe. Et ça c'est ça ce qu'on appelle, on en discutait tout à l'heure, c'est la compensation, c'est l'effet de gratification aussi, de plaisir rapide. Et le cerveau, il adore ça. Donc, on ne peut pas aller à l'encontre. Par contre, maintenant que les vacances sont finies, il faut qu'on prenne conscience que c'est le moment d'un petit peu diminuer notre utilisation, notre usage assez portable. Donc avec vous, on va voir donc comment on doit faire, hein, quels sont ces mécanismes qu'on doit mettre en place, peut-être des petites astuces. Et en même temps, donc, chers téléspectateurs, vous pouvez nous appeler donc au 021 23 98 91. Si aussi vous avez des témoignages, vous avez des difficultés à raccrocher, on est nombreux, on est tous, je dirais tous, qu'on est tous un peu dedans, hein, qu'on le veuille ou non, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, quand on vient vous voir, quels sont les premiers conseils que vous pouvez nous donner? Alors, je vais vous dire, moi, il faudrait que je mette quand même un petit cadre. Moi, je suis coach. Donc, ceux qui sont habilités à traiter de l'addiction sont les psychiatres, les psychologues et les médecins addictologues. Ok. Nous, en tant que coach, on va pouvoir accompagner, mais il faut absolument que la personne, si elle trouve qu'il y a des effets délétères sur sa vie, qu'elle néglige énormément de choses et que ça a des conséquences néfastes sur sa santé mentale, sur sa santé physique, sur sa santé sociale. Elle commence à s'isoler, elle est dans une sédentarité qui va la mener à des maladies qu'on connaît tous, le diabète, toutes les maladies du cœur, l'obésité et tout ça. À ce moment-là, il faut absolument qu'elle prenne conscience et qu'elle aille se faire accompagner par des professionnels de santé. D'autant plus qu'on sait que maintenant, mis à part comme ça avoir des informations, on peut faire énormément de choses, à commencer par se faire par les livraisons qui sont devenues choses courantes. Donc ne plus sortir faire les magasins, c'est trop fatigant, c'est trop long. Donc on choisit solution de facilité encore une fois. Voilà, on clique et on se fait livrer à la porte. Tout à fait. Tout est fait pour qu'on devienne de plus en plus sédentaire. Sédentaire et de plus en plus addict. C'est vrai que les écrans, pas les écrans, moi je vais parler du portable et de l'Internet, ils nous offrent beaucoup de bénéfices et d'avantages. La connaissance, le savoir, la communication, l'information. Mais dans toute chose, ça veut dire il y a la chose et puis il y a son opposé. Et c'est à nous d'en faire un usage qui va nous être utile, constructif et non destructeur. Donc le curseur, il est là. Est-ce que cet usage-là est en train d'avoir des effets délétères sur ta vie? Est-ce que tu es en train de négliger beaucoup de choses dans ta vie? Ou au contraire, il est en train de te construire parce que tu vas faire des formations e-learning, donc vraiment tout là. Trouver l'équilibre, en fait, trouver l'équilibre. Et la première chose, c'est vraiment de prendre conscience. C'est une prise de conscience. On reviendra avec vous sur cette prise de conscience. Nous avons donc par téléphone Madame Fouzia Djennan. Bonjour, vous êtes psychologue? Derjan. Derjan, Fouzia Derjan, bonjour.
Bonjour. Merci d'être là. Donc, une thématique qui concerne grands et petits, l'addiction aux écrans, comment trouver le temps idéal. Mais en fait, la première question que je voudrais vous poser est quel est l'impact de l'utilisation donc des réseaux sociaux sur la santé mentale? Alors écoutez, il faudrait d'abord déjà différencier entre ce qui est addiction et ce qui est accoutumance. Parce que quand on parle d'addiction, il faudrait penser à ce qui est de l'ordre, on va dire, du désir, c'est-à-dire compulsif, hein, c'est-à-dire comme si la personne, elle ne peut pas se contrôler. D'accord? Et à ce moment-là, l'impact, bien sûr, ce qui est connu, c'est l'anxiété déjà, c'est les problèmes de sommeil, c'est les problèmes de vue, c'est aussi les problèmes d'estime de soi et c'est aussi surtout l'isolement social. C'est-à-dire que les personnes qui sont addictes, ils sont généralement isolés et donc ça leur crée beaucoup de problèmes. Voilà. Donc déjà cet isolement, déjà comme vous le dites, peut-être c'est des personnes qui sont sujettes à être un petit peu angoissées, anxieuses, donc se réfugier dans les... On peut même voir des cas où il y a de l'agressivité aussi. Donc comment on peut analyser donc, le mécanisme d'addiction et comment peut-on décrire sur le comportement? Généralement, c'est un mécanisme de récompense. C'est-à-dire qu'en général, face aux réseaux sociaux, face à l'usage comme ça de téléphone, de jeux, le cerveau, vous allez avoir une hormone qui est la dopamine. Donc à ce moment-là, et c'est une hormone de plaisir. Donc notre cerveau, il reconnaît ça comme du plaisir et à ce moment-là, à chaque fois que vous jouez ou vous consommez les jeux, vous avez cette dépendance qui s'installe. Qui va se répéter. Et donc, et l'impact et les conséquences sur le comportement social et les interactions de face à face, on a de moins en moins de personnes en face de nous. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Voilà, donc quel est l'impact sur le social, sur la vie sociale des personnes addictes? Généralement, c'est des personnes qui vivent l'isolement. Ils n'ont pas d'interaction, ils sont isolés. Voilà, c'est des personnes qui sont complètement déprimées. Voilà. Donc déjà plus capable de pouvoir tenir une conversation donc avec des personnes, être face à face, regarder la personne. Non, tout ça c'est des choses qui disparaissent. Vous allez perdre votre vocabulaire. Comment? En fait, tout ça, c'est des choses qui disparaissent. On n'a plus la personne en face de nous. On n'arrive plus à détecter tous les sentiments, toutes les réactions. Donc tout ça, c'est des choses qu'on perd à travers les écrans. Même si on discute, même si on a des amis, on peut discuter. Mais ça ne sera jamais la même chose. Comment? En fait, on peut discuter par téléphone, on peut parler comme ça sur les réseaux sociaux, mais en fait, on perd cette espèce de contact déjà visuel et physique avec la personne. Bien sûr, parce que là, déjà, les personnes qui sont exposées auront des problèmes de vue, mais sur le contact humain, il n'y a plus d'interaction, c'est-à-dire que c'est des personnes qui deviennent vides, qui peuvent devenir agressifs, qui peuvent devenir déprimés. Ils vont perdre même l'estime de soi, ils vont avoir des problèmes de confiance en soi. Il va y avoir aussi, il y a beaucoup de répercussions. Un autre problème qui va s'installer, c'est on ne saura plus comment gérer le temps. Il y a aussi la gestion du temps qu'on a tendance vraiment à perdre. Bien sûr, parce que quand vous êtes face à un écran toute la journée, à ce moment-là, vous n'avez ni la notion du temps, ni la notion des priorités aussi, qui est très importante. Tout à fait, exactement. C'est-à-dire rien ne devient intéressant pour vous, à part justement cette pulsion de recommencer à voir. Et c'est pour ça qu'on l'appelle compulsivité, c'est-à-dire c'est incontrôlable. La personne, elle se sent comme si qu'elle est obligée de recommencer. Est-ce que les enfants sont plus vulnérables que les adultes? Ou à ce niveau-là, on va dire qu'on est... c'est la même chose, c'est-à-dire c'est le même impact, c'est les mêmes répercussions. Il n'y a pas de différence entre adultes et enfants, et surtout adolescents. Très bien. Qui sont de nos jours très exposés aux écrans, aux jeux.
Donc en fait, nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous avons tous le même défi à relever. Ah, tout à fait, Très tout bien. à fait. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, merci de Mais votre je vous en prie, intervention. je vous en prie, bonne continuation. Merci à vous. Et je rappelle aussi encore, vous pouvez nous appeler au 021 23 98 91 si vous avez des témoignages ou des questions à nous poser. Et tout de suite, je vous propose de suivre un sujet de Samia Bouarour. Les écrans sont devenus omniprésents dans la vie des enfants, au point où beaucoup ne peuvent plus s'en passer. Entre tablettes, smartphones et jeux vidéo, cette dépendance aux objets électroniques est devenue un véritable fléau. Face à cette situation, les parents jouent un rôle central. Ce sont eux qui fixent les limites, mais comment réagir face à cette dépendance croissante? Plusieurs parents admettent ne pas savoir comment s'y prendre. Les conséquences sont nombreuses, troubles du sommeil, perte de concentration à l'école et parfois même des difficultés à interagir socialement. Les experts parlent de désintoxication numérique pour aider les enfants à se déconnecter. Heureusement, il existe des solutions. Les spécialistes recommandent des activités plus stimulantes pour occuper les enfants, comme les jeux en plein air, la lecture ou encore des moments en famille loin des écrans. C'est aussi une occasion pour les parents de montrer l'exemple. Les psychologues soulignent l'importance de rétablir un équilibre et fixer des limites claires. Certains parents racontent d'avoir instauré des règles strictes à la maison avec des résultats positifs sur la santé mentale et physique de leurs enfants. Voilà, de retour sur notre plateau, c'était un sujet de Samia Bouarour. On discutait encore des dangers de ces écrans, que ce soit pour les grands ou pour les petits. Mais vous étiez en train de me dire, docteur Benbaziz, que en fait les enfants sont quand même beaucoup plus, on va dire, plus fragiles, plus vulnérables. Oui, alors il y a des études qui ont été faites récemment et ils montrent qu'il y a certaines régions du cerveau, ils vont mûrir et la fin de la maturité de ces régions, ils sont jusqu'à 25 ans. Donc les gens qui sont adolescents et qui sont déjà addicts aux écrans, ils auront beaucoup plus de difficultés à s'en débarrasser qu'un adulte qui a entre 25 et 40 ans pour se débarrasser de la même... En fait, c'est parce que tout n'est pas encore, on va dire, que la construction... Construction cérébrale. Il y a certaines régions dans le cerveau, certaines aires cérébrales qui sont, on va dire, totalement matures et finies de construction jusqu'à ses 25 ans. Donc nous, on a l'impression que ça y est, une fois que la constitution physique, on va dire, ça y est, il a sa taille d'adulte. Exactement. C'est des idées reçues, mais c'est pas du tout ça. Donc c'est jusqu'à 25 ans. Le cerveau est toujours on va dire, en construction continue. Voilà. D'accord, donc jusqu'à 25 ans, ça continue encore. Voilà. Très bien. On parlait tout à l'heure, donc on a parlé des enfants, mais en fait, même les adultes doivent vraiment donner l'exemple. Complètement. Complètement, parce que l'enfant, en fait, il apprend par mimétisme. Si vous avez un parent qui est collé à son portable du matin au soir, et en plus, ce qui est délétère, c'est quand les parents mettent à la portée des enfants des portables juste pour qu'eux puissent être tranquilles et aller sur... voilà. Se débarrasser pour pouvoir rester. Et donc, toute la dangerosité dans cette action-là, c'est que, qu'est-ce qu'on va faire? On va diminuer l'interaction. Il n'y a plus d'interaction entre les parents et les enfants. De plus, l'objet du désir du parent, ça va être le porté, le portable si vous voulez, ou le PC. L'objet du désir de l'enfant aussi, ça va être la tablette ou le portable, alors qu'en fait, l'objet du désir devrait être cette interaction, cet amour, cette relation qui doit être entre les parents et les enfants et qui vont faire des enfants, des êtres adultes épanouis. On peut par exemple, on va dire, regarder des écrans, mais peut-être essayer de le faire ensemble avec ses enfants. Complètement. Par exemple, je ne sais pas, aller regarder un film ensemble, mettre ses enfants à côté de soi et après pouvoir discuter, En fait, il y a toujours, même si l'écran est là, mais comme vous parlez d'interaction, elle sera toujours présente. Tout à fait. Ça, c'est une solution. D'ailleurs, l'une des premières solutions, il faudrait que les parents aussi s'éduquent par rapport à la dangerosité des écrans numériques.
Et ils éduquent leur enfant aussi à ça. Les dangers, par exemple, vous voyez, il y a des enfants, des adolescents, il y a le cyberharcèlement qui sont harcelés. On a vu, il y a des adolescents qui sont partis vers le suicide. Ça sera une thématique qu'on fera dans notre émission. Vers le suicide. Donc on voit vraiment cette dangerosité. Elle est là, elle est palpable. Et il y a des études, je ne vous dis pas, c'est des centaines. Moi, j'ai vu des centaines parce qu'il est très documenté. Cette partie-là est vraiment très documentée depuis déjà 30 ans qu'on a l'Internet. Un peu plus. Et donc, voilà, il commence à avoir maintenant la dangerosité et les effets délétères de l'usage. Comme je vous ai dit, le problème n'est pas ces écrans, ce portable, c'est l'usage qu'on en fait. Est-ce que c'est un usage constructif, conscient, ou est-ce que c'est un usage qui va aller à nous détruire, nous? Donc, pour les enfants, c'est vrai, déjà, les parents, il faudrait qu'eux éduquent leur enfant sur cette dangerosité. Place qu'on appelle des plages d'horaire, par exemple, pas de portable, pas d'écran le matin interdit, pas d'écran le soir, comme vous avez expliqué. Surtout le soir, c'est vrai. Le soir, il y a la lumière bleue, et après on ne sait pas sur quel site les enfants sont en train de... Il faut absolument qu'il y ait une supervision et une surveillance. Et puis vous savez, il y a des applications, il y a beaucoup de choses qui aident. Il y a le contrôle parental. Bien que le contrôle parental par les constructeurs des PC est défaillant. Ils l'ont fait exprès. Ils l'ont fait exprès. Il est défaillant, bien sûr, pour qu'eux continuent à vendre. Mais il y a d'autres choses qui peuvent aider, que vous l'avez bien proposé, que les parents voient un film avec leur enfant, que les parents voient un jeu avec leur enfant, qu'il y ait cette relation entre les enfants et les parents. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Par exemple, comme je vous ai dit, le matin, pas de portable. Le soir, pas de portable. Limiter les horaires et expliquer à l'enfant pourquoi on le fait. Expliquer la dangerosité, expliquer les effets néfastes. Tout ça, c'est important. Et quand l'enfant le comprend et qu'il sait qu'il y a un parent qui est là pour son bien-être, il le prend beaucoup plus facilement. Et bien sûr, c'est aux parents de faire en sorte de ne pas passer leur temps en face de leur portable. Donner l'exemple. Effectivement, donner l'exemple, mais en même temps aussi, ce n'est pas une mince affaire. Vous pouvez nous joindre au 021 23 98 81 si vous avez des témoignages, si vous aussi, vous avez un petit peu de mal à contrôler, à contrôler aussi les enfants. Donc, c'est vrai que ce n'est pas une mince affaire. Hein. Oui, c'est très difficile. C'est très difficile. Si je peux rajouter juste une précision, il faut savoir que, par exemple, sur une ligne, vous avez au milieu l'équilibre et vous avez soit l'euphorie, soit la dysphorie. Le problème, c'est que c'est une idée reçue, bien sûr, sur les addictions. Les gens pensent que c'est un problème de plaisir, alors que ce n'est pas du tout ça. C'est même pas le plaisir, c'est la douleur qui est en cause. Une personne qui est addicte ne revient pas d'une manière compulsive à son addiction parce qu'elle veut du plaisir. Non, c'est parce qu'en ne faisant rien du tout, elle éprouve de la douleur et de la souffrance. Donc elle fait ce qu'elle doit faire. En fait, c'est un refuge. Exactement. Elle fait, soit elle va jouer aux jeux de hasard, soit de la drogue, soit des écrans, etc. C'est pour la sécession de la douleur. C'est pour ressentir, c'est juste la sécession de la douleur, on le perçoit nous comme du plaisir, alors que ce n'est pas du plaisir du tout. C'est pour ça que les gens addicts, par exemple quand ils font n'importe quelle action, ils sont euphoriques à un certain moment, très court, puis ça redescend dans la dysphorie, dans la tristesse absolue, dans la dépression, etc. Et généralement, j'imagine c'est plus intense. Exactement. Dès qu'on on rajoute une dose de soit une substance ou un jeu ou un écran, on commence automatiquement à demander plus, et si on demande plus, on va redescendre plus vite et plus dans une intensité, on va dire double, triple, ça peut être quadruplé, dans la tristesse et dans des fois même la dépression. Tout à fait. C'est un moyen d'évasion en fait. Exactement. Et toute personne qui est addicte, elle est addicte parce qu'il y a un besoin qu'elle n'a pas pu combler. Voilà. Un besoin d'évasion, un besoin de lien, un besoin de communication, un besoin d'estime de soi, tout à fait, de confiance en soi, un besoin de validation des autres, un besoin de reconnaissance, un besoin de nouveauté. Et c'est pour ça que nous, en tant que coach, bien sûr, après que la personne se fasse accompagner par des professionnels de santé, nous pouvons l'accompagner sur par rapport à cet angle-là. Donc, aller chercher son besoin.
Quels sont les conseils que vous donnez, on va dire, un petit peu pour je trouve pas le mot. En fait, on va dire pour bluffer notre cerveau. Voilà. Pour hacker. Alors, nous, en tant que coach, on ne donne pas de conseils déjà. Notre travail se fait par de la questionologie. Ce sont les questions qu'on va poser à la personne qui vont lui faire prendre conscience que la perception qu'elle a par rapport à la substance ou le comportement qui la rendent addicte, en fait, ne sont pas là pour son plaisir, mais sont là pour la détruire. Déjà, cette prise de conscience, on en a parlé tout à l'heure. Par cette prise de conscience, on va aller chercher quelques stratégies qui, c'est-à-dire ses propres stratégies de la personne. Moi, je ne peux pas lui imposer ni lui conseiller. Donc, est-ce que ce sont des stratégies propres à chaque personne? Tout à fait. D'abord, on va commencer par des stratégies toutes simples, des actions toutes simples. Par exemple, mettre ses écrans sur... Moi, je l'ai fait et je vous assure que ça marche, noir et blanc. J'ai plus envie de toucher mon portable. Pourquoi? Parce que la couleur stimule. Exactement. La couleur, elle est là. Et bien, depuis que je l'ai mis sur noir et blanc, je me suis astreinte déjà, comme je suis créatrice de contenu, donc je suis sur le... Mais je me suis astreinte à 1h30 pour aller voir. Bon. Et quand je vais aller voir, d'abord prendre conscience et, comme je vous ai dit, pourquoi je veux aller sur mon portable? Pourquoi je veux aller sur mon PC? Est-ce que pour checker mes mails? Est-ce que pour voir... Donc, il faut absolument qu'il y ait un but et un objectif bien précis et conscient. Pas juste aller m'amuser ou scroller sur les réseaux sociaux. Et surtout ne pas se perdre, parce qu'en fait, le danger est là. C'est je vais aller regarder là, mais en fait, qu'on le veuille ou non, il y a autre chose qui nous attire. Mais c'est ça. Mais c'est ça la conscience. C'est quand vous prenez conscience, je vais aller checker mes mails. Ok, j'ai checké mes mails. Allez, hop. Voilà. Je vais communiquer, par exemple, j'ai envie d'appeler une sœur qui est au Canada ou aux États-Unis. Je vais l'appeler, hop, et ça s'arrête. Vous voyez? Et les stratégies, c'est vraiment des gestions. Voilà, tous les jours. Vous pouvez bloquer les notifications pour ne pas à chaque fois être distrait parce que c'est de la distraction. Vous pouvez... il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. On continue. On va juste prendre un appel. On a Benazouz de Hollande qui nous appelle. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de participer à notre émission. Je vous en prie. Non, mais c'est parce que comme parents, comme beaucoup de gens, on est en lutte contre ce phénomène qui est donc la tablette, etc., ou le téléphone, pardon, et qui est délétère finalement. Et je voudrais féliciter Madame Bouazbit pour son intervention parce qu'elle résume parfaitement la situation. Je crois que pour ajouter, et enfin pour revenir à ce qu'elle disait, il y a deux principes. C'est d'abord le premier, essentiel et fondamental, c'est les parents. On ne peut pas dire à un enfant qui est curieux par essence, arrête avec ton téléphone alors qu'on est sur le sien déjà. Ça c'est déjà un point important. Donc, en fait, comme j'ai été confronté à ça aussi, que c'était tout à fait normal, on ne peut pas non plus supprimer le téléphone puisqu'il sert à beaucoup de choses pour un enfant qui est sur la route, etc. Et donc, je pense que pour lutter contre ça, il est essentiel de revenir à un principe aussi fondamental qui est la lecture. Emmenez vos enfants à la bibliothèque. Prenez un livre devant eux. Et ça, c'est la curiosité. Et puis, pourquoi pas leur raconter des histoires. Il y a un livre qui est fantastique qu'on m'a raconté. Moi, c'est pas un livre, c'était des contes. C'était les contes des 1001 nuits. Eh bien, revenons aux contes et faisons rêver. À partir de là, l'enfant s'éloigne. Voilà, c'est tout, très rapidement, je voulais dire ça. Merci beaucoup de votre participation. Voilà, donc on est tous logés à la même enseigne, aux quatre coins de la planète, surtout en tant que parents. Maintenant, quand on n'a pas d'enfants, on doit gérer juste, c'est une gestion qu'on doit faire sur nous-mêmes, mais après là, en fait, on va dire c'est une double difficulté pour notre cerveau, parce que c'est et nous et les enfants. Et les enfants, c'est beaucoup plus difficile de les détacher des écrans que nous. Nous, au moins, comme a dit madame, on est conscient et on peut comprendre, même si on n'est pas conscient, en écoutant ou en visionnant des vidéos, en lisant des livres,
on peut comprendre qu'on a un problème et on va chercher comment le résoudre. Alors un enfant, il n'a pas ce recul-là, il n'a pas cette réflexion-là, donc on doit le guider, on doit automatiquement être patient avec lui. Nous, en tant qu'adultes, on a cette espèce je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, cette espèce de lassitude. Il y a un moment où on se lasse. Si par exemple les sujets sont toujours les mêmes, on se dit ah, c'est bon, j'ai déjà vu, je ne vais pas perdre mon temps à regarder ça. Je ne pense pas, je vous dis pourquoi. Oui. Parce que tous les concepteurs d'écran, les GAFA, les logiciels, etc., oui, comme a dit madame, ont étudié notre cerveau, ils vont utiliser tout pour essayer de nous garder le maximum. Par exemple, avant, il y avait des notifications. Maintenant, le badge de notification, il n'est pas rouge comme ça, on va dire par hasard. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il y a même des concepteurs vous savez, le scroll, à un moment donné, dans les réseaux avant, ça finissait. Donc, vous scrollez, après, ça va finir. Maintenant, le scroll est infini. Il y a même un concepteur qui a posé comme une invention le scroll infini. Donc, automatiquement, quand vous rafraîchissez, ça va automatiquement changer de vidéo. Donc, tout est fait pour vous garder le maximum sur l'écran. D'accord. Voilà. Donc, on a du mal. On va essayer de se faufiler. C'est une histoire de sous aussi. Exactement, bien sûr. Effectivement. On a donc par téléphone El-Jouhar Tazrout. Donc, vous êtes orthophoniste. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci de participer donc à notre thématique. Comment, on va dire, réorganiser, comment un petit peu diminuer tous ces temps sur nos téléphones, tablettes. Donc, quel est, on va dire, moi la question que je voudrais vous poser, c'est quel est l'impact sur que ce soit les enfants et les adolescents, donc au niveau de leur développement? D'accord, donc les écrans en général, c'est un danger sur la santé mentale des enfants et des adultes. Donc dans la petite enfance, c'est connu que l'enfant il passe par un développement, d'accord? Donc toutes ces phases de développement. Oui. Donc il y a une période de développement. L'enfant il a besoin de découvrir le monde extérieur à travers le sensoriel. Donc, quand l'enfant il est figé, il est capté par ces écrans-là durant toute la journée, des heures par jour. Donc, il y a un impact sur le développement et le cerveau de cet enfant. Donc, il y a même des études qui parlent sur l'impact de ce développement qui est très très important dans la petite enfance. Donc l'abus des écrans, ça perturbe la qualité de sommeil. Donc le matin, il ne peut pas se concentrer. Le réveil difficile, manque de concentration. Oui, donc la qualité de sommeil, donc le sommeil réparateur déjà, il n'a pas eu la nuit, donc le matin, il ne peut pas se concentrer à l'école, il est fatigué. On parle aussi de troubles cognitifs, la qualité d'apprentissage et de mémorisation diminue. Le trouble visuel, le trouble de l'attention, il ne peut pas se concentrer sur un travail très longtemps. Et ne pas avoir l'endurance dans la concentration sur tout ce qui est apprentissage académique en général. Et au niveau de la parole, est-ce que ça accuse un retard d'être trop souvent sur les écrans? Effectivement, oui. Ça peut toucher, ça peut causer un retard de langage. L'enfant, il apprend sa langue maternelle en interaction avec sa famille, avec sa maman, avec son papa, avec ses frères, avec l'entourage. Il apprend avec le partage, l'imitation, l'interaction de son entourage. Il n'apprend pas à travers le monde virtuel qui est derrière les écrans. Parce que le monde virtuel, c'est quelque chose de très dangereux pour le développement de cet enfant. Il va rentrer dans un monde fantasmatique qui est complètement coupé... déconnecté de la réalité. Déconnecté de la réalité et son monde réel. Très bien. Très bien. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Et je vous en prie. Donc voilà, on a dit que l'impact était énorme. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les enfants. Donc beaucoup de retard, dernièrement aussi des études ont prouvé que certaines maladies, certains troubles aussi résultent de ces temps d'écran excessifs. Tout à fait. Alors les troubles, Madame en a parlé, entre autres. Il y a cette problématique d'interaction.
C'est-à-dire que quand vous avez l'enfant qui est presque attaché à son portable, il est isolé, donc il crée un isolement autour de lui et il n'y a plus cette interaction naturelle qui devrait se faire déjà avec les membres de sa famille et puis l'interaction en général. Et ça fait des personnes, et ça crée quoi? Ça crée du stress, ça crée de l'anxiété, ça crée de la dépression. Parce que pourquoi? Ils vont aller vivre dans un monde virtuel et toute la confusion, elle est là. Et quand ils sont confrontés à la réalité, à leurs parents, à la vie, aux études, à la scolarité, ils n'acceptent pas ça. Et ce qui est encore délétère, c'est que ça baisse l'attention. Ça baisse la concentration et tout ça, vous savez, ça a été documenté par des études et il y en a eu, pas une, mais vraiment des centaines d'études. Ça baisse énormément la concentration de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il s'est tellement habitué à avoir ce shot de dopamine, de gratification, de compensation très rapide, ce plaisir très rapide, qu'il n'a plus son attention à l'intérieur du cerveau à baisser et il ne peut plus aller vers faire un effort soutenu, par exemple la lecture. Maintenant, c'est rare que vous voyez des enfants qui prennent un livre et qui lisent. Maintenant, c'est rare que vous voyez des enfants qui sortent dehors pour jouer au football, quoi que ce soit. Ou c'est les jeux vidéo, ou c'est les portables, ou ça. Et on le voit, hein, on voit tous les effets néfastes et délétères des enfants. Paraît-il même qu'il y a une étude, mais qui n'est pas... Ça dépend, que les résultats scolaires ont baissé, mais c'est pas encore, c'est juste 7%, c'est 7%. Et après, ça dépend bien sûr de la situation socio-économique de la famille, ça dépend de l'éducation, il y a plusieurs facteurs. Donc on reste vraiment pour le déclin des résultats scolaires, bon là on le prend pas beaucoup en considération, mais par contre, la concentration, l'enfant n'est plus concentré. Quand il rentre en classe, il n'est plus concentré. Alors vous avez un enfant qui par exemple a un examen à passer, il a révisé son cours et ça c'est aussi une étude. Il a révisé son cours. 1 heure après, il va jouer au jeu vidéo Mario. Et d'après l'étude, quand il fait son examen, les personnes, enfin les enfants qui se sont couchés tout de suite après leur révision ont eu des résultats beaucoup plus hauts que ceux qui ont joué le jeu. Voilà, donc l'information le soir, au lieu que l'information de la révision reste dans le cerveau, c'est l'information de Mario ou des jeux vidéo. Voilà. Et donc voilà, ça fausse complètement. Il y a une vidéo qui a été faite, je pense, en Angleterre, il y a quelques années. En fait, c'était quoi? Ils avaient mis des enfants, donc 3 enfants à table. C'était l'heure de dîner. Donc les parents avaient donné les tablettes, donc tous les petits sur leur téléphone, voilà, en train de regarder leurs écrans. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils font? Les parents sont sortis, c'est d'autres parents qui sont venus, se sont pas rendus compte. Ils ont changé les cadres qu'il y avait dans la pièce. En fait, ils ont tout changé, que ce soit la disposition et les parents. Et une fois qu'ils ont tout changé, là, ils ont coupé la connexion Internet. Et c'est à ce moment-là que les enfants lèvent la tête et qu'ils se rendent compte que tout a changé. En fait, il y a eu tout ça qui s'est fait et eux, sans qu'ils s'en rendent compte. Voilà. Et là c'est un exemple comme ça où on a juste changé, mais en fait, on a juste changé la décoration ou autre, mais ça peut avoir une impact gravissime sur, par exemple, un enfant quand il va à l'école, quand par exemple il prend son cartable, il marche dans la rue, il a besoin d'avoir cette concentration pour pouvoir voir tout ce qu'il y a, ce qui l'entoure, comment traverser, comment marcher, comment voir un potentiel danger qui arrive. Et Dieu sait que dehors tout est dangereux. Tout à fait. Donc c'est pour revenir à cette baisse de concentration. Voilà, exactement. Et en plus, l'un des effets délétères, c'est de ce qu'on a parlé, c'est, comme vous aviez dit, c'est pour les enfants, surtout entre 0 et 6 ans, c'est de la problématique du langage. Ce sont des enfants qui ne savent plus parler. Ce sont des enfants qui ne savent plus avoir cette interaction face à face. S'exprimer. Voilà, s'exprimer. Parce que l'enfant est une éponge à la base. Tout à fait. Donc automatiquement, il y a même des études, dans le cadre psychologique, où des femmes enceintes, par exemple, ils écoutaient de la musique. Et après quelques années, les enfants aimaient, on va dire, parmi les goûts musicaux qu'ils aimaient, c'était les goûts musicaux de leur mère, même dans le ventre. Donc ça commence à s'imprimer. Exactement. Des solutions, maintenant on a posé beaucoup de problématiques. Alors les solutions, si c'est des parents avec les enfants, déjà,
le parent lui-même s'éduque. Donc, donnez l'exemple. Donnez l'exemple, ça c'est très très important. Ensuite, là je parle avec des enfants et je vais parler ensuite des adultes. Leur apprendre par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, la dangerosité. C'est très important, leur dire voilà les effets néfastes, voilà la baisse de concentration, voilà ça va vous empêcher d'être en interaction face à face, ça va vraiment citer tout ce qu'il faut. Maintenant, baisser aussi, mettre un cadre à la maison, carrément l'afficher, l'afficher. Vous avez par exemple 1 ou 2 heures par jour, pas plus, mais pas le matin, pas à table, pas au coucher. Donc là, il faut vraiment, trois points vraiment essentiels. Donc. Tout à fait, tout à fait. Et l'expliquer à l'enfant, parce que l'enfant, il le comprend. Quand vous lui expliquez la dangerosité, quand vous lui expliquez les bénéfices de ne pas avoir plus de cette heure-là, surtout je parle des... Alors pour moi, les enfants entre 0 et 6 ans, il ne faut pas leur donner. C'est interdit. C'est carrément strictement interdit, bien qu'il y a des études qui vous disent, voilà, vous pouvez aller jusqu'à 30 minutes par jour pour des jeux éducatifs. Moi, personnellement, pour stimuler, pour les études. Voilà, exactement. Moi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt. L'enfant peut être stimulé d'une autre façon. Par le parent, directement. Exactement, sans pour autant aller vers les tablettes. Donc, on a ça, comme je vous ai dit. On peut aussi avoir ce qu'on appelle les autorisations parentales, et on en a parlé. On peut aussi inciter son enfant à la lecture, à sortir, à marcher, à faire des activités à l'extérieur. À faire des jeux de société. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses à faire, mais qui sont très, très, très simples et qu'on peut faire. Maintenant, par rapport à soi, pour son portable, comme je vous ai dit, le mettre sur noir et blanc, couper les notifications, déjà se restreindre à une certaine durée de temps. Par exemple, le temps d'écran, on a cette application dans le temps d'écran, c'est 1 heure. Si je ne peux pas, je commence donc je vais réduire progressivement. D'accord. Si je suis à 7 heures, je vais diminuer à 6 heures. Je vais diminuer parce que c'est pas facile de diminuer de 7 heures. C'est impossible. Le cerveau ne va pas suivre et il va se sentir. Il y aura une tension, il y aura un stress et au contraire, il va faire le contraire parce qu'il s'est habitué au plaisir. Donc on va faire ça progressivement. Très bien, très bien. Donc, pour retrouver un petit peu ce bien-être. Alors, je vais parler d'une manière scientifique aussi. Comme par exemple, vous voyez quand vous levez le matin, vous allez directement à la salle de bain, même si vos yeux sont fermés, vous pouvez traverser la pièce sans rentrer dans les murs, etc. C'est la même chose, c'est-à-dire le chemin ou la connexion neuronale est liée. Donc, depuis toute petite, vous faites la même chose. Donc, pour développer de nouvelles habitudes, il faut avoir une petite volonté pour essayer de diminuer ce qu'on fait et faire d'autres. Et le plus important, c'est de changer. Par exemple, si vous faites quelque chose et vous arrêtez de le faire, il y a un vide dans votre cerveau. Justement, c'est ce vide-là. Donc, il faut remplacer par une autre chose. Je ne sais pas, par exemple, si je vais prendre une activité, si je suis 5 heures sur mes écrans, je peux mettre 2 heures ou 1 heure à lire. Et les premiers temps, ça va être très difficile, je le sais, je vous le dis, ça ne va pas être une partie de plaisir. Mais si vous faites à chaque fois, même si c'est difficile pour on va dire, vous accentuez la chose. En fait, c'est un sevrage. Exactement, c'est réellement un sevrage. Et après, petit à petit, le chemin neuronal de l'addiction va diminuer, va se rétrécir, et l'autre chemin va se réactiver. Et vous allez comme ça changer une bonne habitude avec une mauvaise, etc. Mais ça se fait progressivement. Très bien, très bien. Tout de suite, je vous propose la rubrique We Share. On regarde le jingle et on revient juste après. Voilà, donc qui dit écran dit lumière et Exactement. Dieu sait que la lumière existe dans la nature. Partout. Voilà, partout. Pas rien que la lumière du jour, on connaît la lumière du soleil. Bon, avec les écrans, c'est le problème des lumières bleues et tout. Mais en fait, il y a d'autres lumières. Il y a d'autres lumières, bien sûr. Alors, la lumière, il faut savoir que elle est en double, on va dire. Elle est une particule, c'est les photons, et elle peut être aussi une onde électromagnétique. D'accord. Maintenant, s'il y a plusieurs sortes de lumière, mais on va essayer de les résumer en 6 types. La première, c'est la lumière visible. Lumière visible, quand je dis visible, ça veut dire
tout ce que mon œil peut percevoir. Donc ça peut être la lumière du jour, la lumière artificielle, les LED, etc. etc. On a aussi la lumière, cette lumière visible, on va dire la lumière du jour, elle est très bénéfique, bien sûr, sans tomber dans l'excès, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Après, la lumière visible, vous avez un spectre de 0 à presque 1 mm. De 0 à 380, c'est de l'invisible, c'est de l'ultraviolet. D'accord? L'ultraviolet, c'est divisé en 3 parties. L'ultraviolet A, la B et la C. La C, elle est généralement stoppée par l'atmosphère, par la couche d'ozone. La B, elle est stoppée par l'épiderme, c'est-à-dire la peau. Et la A, elle pénètre dans les couches de la peau. Et c'est ça qui nous donne, on va dire, des coups de soleil, etc. Avec un temps précis et modéré, bien sûr, toujours dans l'équilibre, ça favorise la vitamine D, etc. Mais si c'est excessif, ça va nous donner des coups de soleil, etc. etc. La lumière infrarouge, c'est de 380 à presque 700, c'est la lumière visible. Infrarouge, c'est au-delà de 700, de 700 jusqu'à presque 1 mm. Généralement, elle est utilisée dans de bonnes choses, par exemple dans le domaine médical, ils sont utilisés par exemple pour les gens qui ont des problèmes de circulation sanguine, ils sont dans des lumières infrarouges et ça va faciliter ça. Vous avez aussi la lumière polarisée. C'est une lumière qui va dans une seule direction, c'est fait et c'est utilisé dans le domaine médical. Et vous avez la lumière artificielle qui est les LED, et une partie de la lumière artificielle et la lumière visible aussi, ce qu'on appelle la lumière bleue. C'est entre 380 à 500 nanomètres. Est-ce qu'elle est dangereuse, cette lumière bleue? Alors, à toute petite dose, elle est bénéfique pour la concentration, pour la vivacité, etc. Mais le problème, c'est que c'est comme en biologie, on appelle ça un oligo-élément. Ça veut dire, c'est comme le fer, le zinc. Ça veut dire qu'il faut une toute petite partie. Sinon, si ça dépasse, ça devient très dangereux. Premièrement, ça perturbe le cycle circadien. Le cycle circadien, c'est un cycle. Le cycle circadien, c'est le cycle sommeil-veille. C'est-à-dire la proportion du sommeil avec la proportion de la veille, etc. Donc, on a minimum, les études anciennes disent que c'est 8 heures. Maintenant, ça change un peu. Ça varie entre 6 à 10 heures maximum. Donc, si ce cycle, parce que la lumière bleue agit sur la mélatonine, la production de mélatonine. Oui. Si la mélatonine n'est pas suffisamment sécrétée, il y a une perturbation du sommeil. S'il y a une perturbation du sommeil, automatiquement le cycle veille-sommeil, le cycle circadien, va être totalement déboussolé. Et ça va nous donner fatigue oculaire, des maladies de la rétine et aussi il y a le manque de concentration, l'hyperactivité des fois, mais l'hyperactivité maladive, pas l'hyperactivité qui est normale pour les enfants, etc. Et généralement, elle est beaucoup plus nocive la nuit, le soir. C'est pour ça que je préfère que même si les enfants qui utilisent les écrans, ils les utilisent le matin et pas le soir. Le soir, on va dire l'effet TAHA, ça va s'accentuer. D'accord, donc voilà. Même si on va dire on va dégager un temps pour la matinée. D'accord, la matinée ou peut-être dans l'après-midi, mais voilà, arriver… Le soir, il faut éviter. Même pour les adultes, même pour les adultes, le soir, c'est pour ça qu'il faut toujours mettre les téléphones parce qu'il y a des distractions, les téléphones, les vibreurs, les notifications, etc. Et sur la lumière. Voilà, exactement. Donc, même si vous allez dormir, vous allez dire je vais dormir, vous mettez le téléphone à côté de vous, ça vibre, vous allez reprendre le téléphone et vous allez vous retrouver avec 2 heures, 3 heures de plus sur le téléphone et ça va perturber votre sommeil. Très bien. Voilà. Donc, encore d'autres sources de lumière? Alors, il y a une lumière qui est un petit peu biologique, je vais parler du côté biologique, ce qu'on appelle la bioluminescence. Généralement, dans la biologie ou la médecine, tous les mots un peu compliqués, il faut juste les diviser. D'accord. Pour les comprendre. Bioluminescence, bio, c'est biologique, ça vient naturel, ça vient naturellement. Et luminescence, c'est la lumière. Alors, dans la nature, il y a des êtres, par exemple des méduses. Je vais parler de la luciole. La luciole, c'est les petits insectes qui émettent de la lumière. Mais ça existe aussi chez les méduses, ça existe aussi dans le corail, dans les mers, etc. Alors, dans la luciole, à la fin, l'abdomen, il y a ce qu'on appelle des complexes qui se forment. Généralement, n'importe quelle protéine va être dégradée par une autre protéine qu'on appelle une enzyme. D'accord. Dans les lucioles et dans la bioluminescence, il y a la luciférine et la luciférase. Luciférine, c'est la protéine, et la luciférase, c'est l'enzyme. Donc, ils vont
Ils vont s'accorder, bien sûr, et ça va couper la luciférine. Quand la luciférine est coupée, ça va émettre un photon. Un photon, c'est la particule de lumière. Et si c'est fait à une échelle de milliards de molécules, ça va émettre de la lumière et on appelle ça la bioluminescence. Et Dieu sait qu'assez nombreux, ils sont nombreux donc toutes ces créatures. Bien sûr, il y en a partout dans la nature et ça dépend. Par exemple, il y a des personnes qui partent aussi au bord des mers parce qu'il y a des fois des spectacles extraordinaires. Bien sûr, sur la mer, mais c'est la même chose. C'est des micro-algues ou des micro-bactéries qui sont à l'intérieur du sable et on a l'impression que le sable est luminescent ou lumineux ou la mer, alors que c'est des microparticules, des crustacés, etc. qui ont ce complexe. Voilà. Très bien, très bien. Donc on va donner un dernier conseil. Donc, puisqu'on arrive à la fin de notre émission, il ne reste pas beaucoup de temps. Un petit conseil. Alors pour moi, le dernier conseil, c'est vraiment utiliser en conscience. C'est vraiment ça. Être conscient. À chaque fois que je vais prendre mon portable, pourquoi j'y vais? Qu'est-ce que je cherche? Est-ce que c'est juste pour prendre du plaisir? C'est OK. Si j'ai envie de prendre du plaisir, c'est OK. Mais que j'en sois conscient. D'accord, donc en toute conscience, le faire en toute conscience. Tout à fait. Moi, je vais continuer son idée, c'est être dans la progression. Il ne faut pas arrêter tout d'un seul coup parce que même si on arrive à arrêter pendant 1 mois, 2 mois, quand on revient plus fort que la première fois. Donc allez-y doucement et soyez fiers des petits pas que vous faites. Ce n'est pas parce que vous avez diminué de 6 heures par exemple à 5h50 que vous dites que 10 minutes c'est rien. 10 minutes c'est excellent. On peut être heureux. Bien sûr, c'est ce que je fais personnellement. Voilà. Il faut être heureux, il faut célébrer à chaque fois quand on progresse comme ça. Exactement. Donc vraiment, essayer, on va être même raisonnable. Hein. 5 minutes, ça sera toujours 5 minutes de gagner. Tout à fait. Bien sûr. Et il y a des petits gestes qu'on peut faire, par exemple sur les réseaux sociaux maintenant, il y a toujours une option où il y a un rappel, par exemple si vous... Justement, exactement. Si il y a vous faites par exemple certains maximum 2 opérateurs. heures, il y a des explications où quand vous dépassez les 2 heures, ils vous envoient une notification en vous disant que vous avez passé vos 2 heures. Donc voilà, exactement. Moi je trouve que franchement c'est une bonne chose pour nous rappeler parce que comme on l'a dit, hein, quand on est dessus, on a tendance un peu à s'oublier. Donc ce genre de rappel est utile, ça peut nous aider. Après. Ah oui. Il faut arrêter de l'utiliser. Il faut savoir lâcher. Tout à fait. Très bien. Alors voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. On a fait le tour de la question. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à mercredi, Inch'Allah, et restez bien entendu sur les programmes de Canal Algérie. Merci, au revoir.